Saperli, coucou! On vous parle d'Ardèche, le dernier département dans lequel nous sommes, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre dernière Saperli pépite de la saison 2. C'est une artiste avec laquelle nous terminons, et dans la saison 2 de Saperli Poulette, on a été voir des artistes qui ont quasiment nos prénoms, Eve et Alexa. Tout se joue à une lettre près. On a surtout eu un énorme coup de cœur pour tout son travail de photographie, à la fois de documentaire, de mise en scène, dans lequel elle met énormément en valeur les personnes qui font son département et la France d'une manière plus générale. Et on l'a découverte grâce notamment à son travail sur les tiers-lieux en Ardèche, et on vous fait cette petite vidéo juste à côté du tiers-lieu qui s'appelle le Vaissonneur. Lors de notre arrivée chez Alexa, nous avons directement eu la chance de découvrir les bords d'Ardèche avec sa fille et l'une de ses amies, Yassamine. Puis, petite session papotage pour apprendre à se découvrir et préparation de notre nuit dans son atelier. On reprend des forces pour la grande journée qui nous attend demain. Ça sent très très bon parce qu'on est dans l'atelier d'Alexa qui fait plein de baume. Elle va nous expliquer ça demain. Alors, je m'appelle Alexa Brunet, je suis photographe, artiste. J'ai deux casquettes parce que je fais aussi des cosmétiques faits à partir des produits de la ruche, des cosmétiques artisanaux. Je fais des baumes parce que ça me relaxe. C'est pas parce que c'est des baumes relaxants, mais en vrai, je trouve ça détend. Moi, j'ai un métier de photographe qui est quand même très axé malgré tout sur un écran, où des fois on passe des semaines à attendre un coup de fil d'un client éventuel en se morfondant. Donc je me suis dit, puisque j'habite quand même dans une région où il y a plein de matières premières, que j'ai accès aux produits de la ruche, que j'ai envie de faire des choses de mes mains, je n'ai pas de main gauche, je pense pas, pourtant je suis gauchère. Du coup j'ai essayé ça, au début je faisais ça un petit peu comme ça, pour moi, pour les copains et tout, puis finalement je me suis lancé une espèce de gageure et j'ai créé ma boîte de cosmétiques. Ça sèche un mois. Un mois ? Oui, au moins. Ok. Pour que la cure se fasse. Parce que les savons, en fait, dedans, il y a une base huileuse, il y a de l'huile, et de la soude caustique. Donc il faut que, quand la soude et l'huile se mélangent, ça fait donc du savon. C'est de la saponification à froid. À froid, ça veut dire qu'on ne fait pas chauffer le mélange, ça chauffe tout seul par l'action de la saponification. Et après, il faut le faire sécher pour que la réaction chimique se fasse jusqu'au bout. Ok. C'est un sang. Là, tu sens que c'est frais, c'est du savon frais. Il n'y a pas encore le côté sec du savon. Ouais. Je suis vraiment portée par mon métier de photographe. J'ai pas du tout le temps. Alors, il y a plein de gens qui me disent quoi, mais tu fais même pas un jour par semaine en cosmétique. Je fais non, mais des fois, je fais 2 mois sans cosmétique. Puisque de toute façon, une fois que c'est fait, c'est au frigo, ça peut attendre. Si j'ai pas de vente, ça reste là. Mais je fais d'autres choses. C'est vraiment très saisonnier en fait. C'est surtout l'hiver quand même. Parce qu'à Noël, il y a les marchés de Noël. Si je fais pas beaucoup de marchés, mais c'est quand même les moments où les gens achètent des produits, surtout des produits gras qui hydratent la peau. Et puis moi, je suis aussi dépendante de la saison photo. Parce que moi, mes activités d'exposition, parce que je fais beaucoup d'expos, c'est pas trop l'été, c'est pas trop l'hiver, on va dire. C'est vraiment printemps, automne, début d'été. Là, en septembre, j'ai 2 grosses expos, donc j'ai beaucoup de mon énergie qui est tournée vers ça en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de préparatifs. C'est des expos sur quoi ? La première, c'est sur la notion de vie dans l'univers. C'est-à-dire, sommes-nous seuls dans l'univers ? Ça, c'est le titre de l'expo. Je travaille avec un paléontologue et un astrophysicien. Et on a imaginé un vaste fake dans lequel apparaît un extraterrestre qu'on a trouvé sur Terre, qui ne ressemble pas du tout à E.T., d'autres extraterrestres humanoïdes. C'est vraiment un personnage, qui n'est pas un personnage d'ailleurs, qui est plus comme une méduse. Donc on trouve cette bête dans la glace. On peut dater grâce à différentes techniques qu'on explique dans l'exposition, puisqu'il y a aussi un volet vulgarisation scientifique. C'est génial. On explique que cette bête-là, elle ne peut pas venir de la Terre, quoi. D'où le début de l'enquête. Et on réalise petit à petit qu'il y a d'autres manifestations, il y a d'autres choses qui peuvent être reliées à cette découverte dans la glace. Et de là, on déroule toute l'histoire des observations d'OVNI, des témoins d'OVNI, des témoignages, des choses recueillies auprès du GEPAN notamment, qui est l'organisme qui répertorie les observations aérospatiales non identifiées. Il y a même une série qui a été faite sur le GEPAN, parce que c'est quand même assez impressionnant comme endroit, qui s'appelle OVNI.
Une série Canal qui est vachement bien, qui m'a beaucoup inspirée. Et voilà, en fait, les archives du GEPAN sont accessibles en ligne. Donc, je me suis allègrement servie pour en mettre des petits bouts dans l'expo. Donc, les observatoires astronomiques professionnels, je ne parle pas des trucs amateurs, j'ai eu l'autorisation de tous les lieux, donc c'est génial. Et alors, les lieux, je les ai photographiés sans personne, de nuit, mais avec un éclairage particulier que j'apporte moi, qui fait qu'on a l'impression que l'endroit est habité ou visité, ou en tout cas, il s'y passe quelque chose, quoi. Comme c'est des endroits très purs niveau lumière, tu vois vraiment la nuit étoilée et tu vois le lieu, quand il y avait des étoiles, ce n'était pas toujours le cas, tu vois le lieu mis en valeur par cette mise en lumière, quoi. Les observations d'OVNI, on sait que ça date quand même beaucoup, il y en a eu énormément depuis les années 50, 60, 70, 80. Cette période-là, tout le monde voyait des ovnis, donc les gendarmes, ils passaient leur temps à faire des procès-verbaux, des comptes rendus d'observation d'ovnis. Et souvent, les gens voyaient les ovnis dans les voitures. Encore maintenant d'ailleurs, ceux qui voient des choses, bon maintenant il y en a moins parce qu'on arrive mieux à savoir ce que c'est, est-ce que c'est une lanterne chinoise, est-ce que c'est un avion, tout ça, c'est plus facile de trouver l'origine de l'observation, mais en attendant, il y a vraiment eu des périodes avec des pics. Notamment avec la guerre froide, tout le monde voyait des ovnis. Et donc, quand tu lis les témoignages, il y a souvent les voitures. Et moi, je trouve que ça date aussi un peu Tu vois, tu as quand même une espèce de cliché de la personne dans sa voiture illuminée par un truc venu du ciel. Moi, j'ai beaucoup joué là-dessus, sur ce cliché-là. À nous maintenant de monter dans une voiture pour déjeuner dans un tiers-lieu pour lequel Alexa a travaillé, le vaisseau mère. Comment ça s'est créé le début du vaisseau mère? Alors, le début, on était 4 à Paris. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas que des Parisiens dans ce projet, je tiens à le dire tout de suite. Mais voilà, le fait est qu'au début, on était 4 Parisiens. Et on cherchait un lieu entre la Drôme et l'Ardèche, parce qu'on trouvait le coin chouette. Et on voulait au départ faire un habitat partagé pour 3 foyers, parce qu'on était 4, mais 3 foyers différents, quoi. 3 foyers et un espace partagé de travail type Fab Lab, coworking. Voilà. C'était notre rêve, c'était ça. Et donc on est rentré en contact avec des gens d'abord en Drôme, notamment le Fab Lab de Cray. Et c'est quelqu'un du Fab Lab de Cray qui nous a dit « Ah, vous connaissez ce réseau-là en Ardèche ?» Donc c'était le réseau Ardèche Libre, c'est une asso qui est autour des logiciels libres en Ardèche. Bon, je fais vraiment la version en détail. Mais donc voilà, donc on est rentré en contact avec cette association autour des logiciels libres d'Ardèche. C'était l'univers un peu geek, tu vois. C'est pas forcément notre univers à nous, mais bon, en tout cas, on est rentré en contact avec ces gens-là. Il nous a dit, ah bah ma femme elle est agent immobilier et elle a un bien atypique. Et c'était ce bâtiment. Et donc on a regardé et là on s'est dit waouh, c'est trop bien. C'est à peu près 5 fois plus grand que ce qu'on cherche, mais ça nous a fait rêver. Du coup on a foncé sans trop réfléchir. On sent On va revenir sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé après. Donc aujourd'hui sur les 4 de départ il n'y a plus que moi, mais en fait très vite il y a d'autres personnes qui sont encore là aujourd'hui, qui étaient là en fait dès la première année, qu'on rejoint le collectif, notamment dans les logements, parce qu'en fait au début, pendant 2 ans, on n'a fait que les logements. Donc en fait, assez rapidement, on a eu des logements en plus où on a pu accueillir des gens. Donc, il y avait notamment Philou, il est là depuis le début, il a un logement ici. Voilà, lui, il est arrivé le premier été pour aider, il avait du temps libre, il voulait filer un coup de main sur les travaux, et puis en fait, il n'est jamais reparti. Il est encore là. Il y a quelques autres comme ça, oui, il est là. Comme je disais au début, le projet, il était quand même hyper flou, enfin, on avait une idée, mais... Et en fait, il s'est construit avec les gens qui nous ont rejoints, enfin, notamment l'idée des bureaux, par exemple. On n'avait pas du tout imaginé de faire des bureaux au rez-de-chaussée. On s'était dit peut-être on fait un autre appart, enfin voilà, on était là. Et il y a un gars qui a poussé la porte, qui nous avait vu sur Facebook et qui a dit bonjour, moi je fais de la vidéo et j'aimerais bien ne pas bosser chez moi, enfin j'en ai marre de bosser chez moi, je cherche un lieu où il y a d'autres gens. Et du coup, on lui a dit, on a fait une petite visite et donc c'était encore ambiance maison de retraite à ce moment-là. Parce que oui, j'ai pas dit c'était une maison de retraite. Ah oui, okay. Ah oui, non, je savais pas. Et du coup, donc on lui montre des chambres de maison de retraite avec du lino de maison de retraite, enfin voilà, ambiance maison de retraite, quoi. Il dit, tu vois, on a des espaces comme ça. Et il dit, ouais, ça serait bien. Et du coup, on a dealé 4 mois de loyer pour qu'il fasse ses travaux qu'il voulait pour transformer sa chambre de maison de retraite en bureau sympa, quoi. Et du coup, il a créé le premier bureau comme ça.
Et après, on s'est dit, bah, c'est génial. Et du coup, on va faire, c'est Victor. Et voilà, et du coup, le premier bureau est né comme ça avec Victor. Et après, il y a d'autres gens qui ont poussé la porte comme ça. La costumière, Prel, pareil. Celui qui était quand même pas mal aussi, c'est un compositeur de musique. Et qui, lui, du coup, a transformé sa salle de bain de maison de retraite en studio son insonorisé. Génial. Ouais, le vaisseau mère aujourd'hui, c'est du coup des logements. Donc il y a 6 logements, il y a 10 adultes et 5 enfants qui habitent là. Donc chacun a sa cuisine, mais on a des espaces partagés, notamment la cour, le jardin et d'autres espaces dans le bâtiment, des caves, etc. Et tout le rez-de-chaussée, c'est des espaces de travail. Donc ateliers, bureaux qui sont occupés par des artisans, des artistes, des entrepreneurs, des assos, des télétravailleurs, il y a différents profils. Mais c'est pas mal teinté de artisanat, culture et numérique. Il y a des personnes qui habitent dans les logements et qui ont aussi un bureau. Notamment, il y a une compagnie de marionnettes, danseurs marionnettes, qui habitent là et ils ont leur espace de travail ici. Mais voilà, il y a des gens qui habitent là et ne travaillent pas du tout dans le vaisseau mère et en fait ils ont leur vie par ailleurs. Et il y a des gens qui ont des bureaux et qui habitent dans d'autres communes et qui viennent là juste pour la journée pour bosser toute la semaine. Pendant des années, on s'est mis aux normes pour recevoir du public. Ça a été un grand sujet pendant plusieurs années. On a mobilisé beaucoup d'énergie, on a trouvé des sous pour financer ces travaux de mise aux normes. Et donc les pompiers sont passés en avril. Ils ont dit c'est bon, vous pouvez ouvrir au public. Donc voilà, ça y est, on a ouvert notre café asso. Et là, l'idée c'est qu'il est ouvert sur des créneaux. Alors c'est entièrement bénévole, le café asso, il est porté que par un collectif bénévole. Donc on a quand même 20-25 personnes qui se sont tout de suite intéressées au projet. Donc on a fait des grandes réunions où on a monté le projet du café asso. Et donc on a décidé de l'ouvrir sur des créneaux spécifiques, donc le mercredi toute la journée et le vendredi soir principalement. C'est les deux créneaux qu'on a testés. Une belle histoire de création de tiers-lieux en Ardèche qu'Alexa connaît bien car elle a été la première à créer un espace de coworking dans ce département. Le premier espace officiellement ouvert en Ardèche, c'était en quelle année ? 2011 peut-être. Ça fait un moment. Et on l'a fermé en décembre l'année dernière puisqu'on n'était plus que 2, on n'arrivait plus à assurer les charges, mais malheureusement, c'est comme les comètes, il y a un moment, t'as cramé tout ton gaz, t'as plus rien, quoi. T'arrêtes. Et c'était bien, c'était un beau chapitre qui s'est terminé, mais c'était un bel espace. Et en fait, comme moi, j'étais un peu dans les premiers à faire ça avec Cédric, et que j'avais déjà fait des photos de groupe, la Trame, qui est l'organisme qui chapeaute, on va dire, les tiers-lieux en Ardèche, m'a demandé si je voulais bien faire une série de tous les tiers-lieux en Ardèche, une série de photos avec une photo par lieu. J'étais un peu chef d'orchestre de la mise en scène, mais dans chaque lieu, je faisais une photo qui représentait l'activité du lieu, les activités du lieu. Donc c'est vrai qu'au vaisseau mère, il y avait tellement d'activités diverses. Il y avait une savonnière, Victor qui faisait de la vidéo, toi à la com, il y en a qui étaient dactylo, il y en a qui faisaient de la peinture, il y en a un qui était au fourneau, et j'en passe, c'était meilleur. Tout le monde, il y avait déjà les artistes marionnettistes, donc il y avait plein de choses à montrer dans une seule image. C'est pour ça qu'on a fait vraiment un grand tableau, un peu à la mesure des tableaux monumentaux, tu vois, où on représente tout le monde dans les photos de groupe, là, ou les photos ou les tableaux de groupe. Avant le vaisseau mère et avant les tiers-lieux en Ardèche, j'avais fait les tiers-lieux pour la Biennale d'architecture à Venise. C'est un peu ça qui est à l'origine de la commande de la Trame. Donc, j'ai été mandatée par un cabinet d'archi qui s'appelle Encore Heureux, qui est à Paris, qui avait remporté le marché de la Biennale de Venise en architecture. Eux, ils avaient choisi de présenter les tiers-lieux en France. Ils avaient choisi 10 tiers-lieux sur lesquels ils travaillaient en tant qu'architectes, mais qui étaient vraiment des lieux en devenir, des lieux industriels. Pendant un trimestre, en plein hiver, j'ai fait 10 tiers-lieux, donc une photo par lieu. Avec des fois, la friche, il y avait 150 personnes, donc sur une photo à manager, c'est pas simple. Et donc à la Biennale, il y avait mes 10 photos. J'avais 10 photos, c'est tout. Et eux, ils avaient fait évidemment, c'était juste... mes photos, ça faisait partie du tout, mais il y avait toutes les maquettes de tous les lieux, de magnifiques maquettes d'archi, tous les objets qui représentaient les lieux qui étaient accrochés partout dans le pavillon français.
et des vidéos. On regardait les maquettes, il y avait des petites vidéos dans les fenêtres et tout, c'était vachement bien fait, c'était super. Enfin vraiment c'était une belle expérience, il y a eu un super beau catalogue, une belle fête à venir, invitée comme une princesse, c'était trop bien. Bah voilà, donc ça c'était un peu l'origine, si tu veux, de la série sur les tiers-lieux en Ardèche. Et l'origine, parce que là je remonte les chapitres, mais c'est assez marrant, c'est que je fais un peu la boucle. L'origine des photos scénarisées dans des lieux architecturaux, c'est en fait Habitants atypiques, qui est le projet que j'ai fait avec ma sœur Irène. De 2005 à 2009, une fois par an, on partait sur les routes à la rencontre des autoconstructeurs. Et donc on allait dans des gens qui ont fait leur maison, qui ont fabriqué leur maison avec leurs petites mains. Ma sœur écrivait son texte de façon très poétique sur ces tribus imaginaires. Et moi, je mettais les gens en scène dans leur maison autoconstruite. C'était vraiment une idée déjà de travail avec ma sœur, de travailler à quatre mains, et d'avoir un lieu, un personnage, mais qui incarne une espèce de membre d'une tribu, quoi. Donc voilà, tout fait qu'on se retrouve ici un peu. Il n'y a pas de hasard. Hein. Je pense qu'il y a des trajectoires de planètes comme ça. Bah ouais, vaisseau mère, vous allez d'une planète à l'autre. Mais... Bah là, on passe à Saint-Brieuc, donc la commande carte blanche de l'agglomération de Saint-Brieuc sur les lieux de recyclage et de réemploi. Donc ça, c'est... Alors j'ai du mal avec les noms, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, tu amènes les trucs cassés, tu peux les réparer sur place, ou ils sont recyclés, réemployés. Donc voilà, là, je voulais montrer un peu la chaîne de trucs qui arrivent. Ils sont un peu débordés, ils ne savent plus trop quoi faire des trucs, et puis ça trouve son emploi, quoi. Le comptoir du réemploi, voilà, ça s'appelle comme ça. Après, il y a, je vous ai parlé d'Emmaüs. Oui, génial. C'est qu'on a même l'impression que c'est un collage un petit peu. Bah oui, c'est ce que je te disais, je colle des vignettes, des gommettes dans l'écran. Alors voilà, sur la scénarisation, je passe un peu du coq à l'âne, mais je vais plus sur le volet projet engagé. Ça, c'est une image extraite de la série Nouvelles du Gazistan. C'est ma première série dans laquelle j'ai vraiment eu un message politique dans mes photos scénarisées. C'était en 2012, où en France, on essayait de développer l'extraction du gaz de schiste. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Et en Ardèche, c'était très présent parce que c'est là où auraient commencé les premières prospections. Il y a eu un collectif qui s'est monté, Stop Gaz de Schiste 07, pour lutter contre cette prospection minière qui allait avoir des conséquences quand même dramatiques écologiquement et sur la vie des gens. Donc moi, je bossais à l'époque avec un journaliste qui s'appelle Patrick Herman. Et on a imaginé à quoi pourrait ressembler le quotidien avec l'extraction du gaz de schiste. C'était le premier projet de projection d'anticipation, quoi. Donc ça, c'est l'Exode. Et donc là, il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues bénévolement pour faire cette photo. C'est Dystopia. Et c'est un projet sur les dérives de l'agriculture industrielle. Ok. Donc pareil, avec Patrick Herman, on a imaginé à quoi pourrait ressembler la France si on poussait les curseurs, si on développait les curseurs, si on poussait les curseurs de l'agriculture intensive au maximum. Donc là, il n'y aurait plus de plantes comme les coquelicots, par exemple, qui sont des mésicoles. On organiserait des coquelicots tours pour aller voir les derniers coquelicots qui sont préservés sous cloche. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment t'es arrivée dans la photo? Je crois qu'en fait, je sais rien faire d'autre. Si, peut-être des savons, mais Si, je suis pas des non savons, plus... des shampoings. Oui, mais je veux dire, depuis toujours, ça m'habite en fait cette question-là. Quand j'étais au collège, au lycée, on va dire quand même. Ouais. Moi, troisième seconde, j'ai commencé à poser pour des copains photographes amateurs. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Moi, j'aime bien diriger, donc j'aime pas trop être dirigée. Donc je suis passée de l'autre côté de l'appareil et j'ai commencé à photographier mes copines au collège. Puis j'avais un petit labo noir et blanc dans ma salle de bain. Ouais. C'était marrant. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu faire des études de photo. Après le bac, je suis partie en Irlande. Et je suis rentrée aux Beaux-Arts en Irlande. Donc j'ai fait 4 ans d'études artistiques à l'école des Beaux-Arts de Belfast. Enfin 3 ans, la première année j'ai un peu tâtonné, mais voilà. Et après j'ai fait l'école d'Arles. Ok. J'ai toujours voulu être photographe en fait. C'est un truc... Dans ma famille, on est hyper passionnés. Moi, j'ai toujours été habitée par l'image, quoi. D'ailleurs, je suis sourde, donc je compense.
Pour terminer la journée, on ne pouvait pas passer à côté des gorges d'Ardèche sans se baigner et pique-niquer au bord de l'eau. Après avoir enregistré hier soir le podcast avec Alexa sur sa terrasse à la tombée de la nuit, une fois que le soleil était retombé, la chaleur aussi, ce matin, c'est parti, on repart et on a suivi Alexa à la médiathèque où elle mène un projet avec son amie Chloé qui est conteuse, où elles font des profils des lecteurs des médiathèques dans les environs. C'est un super projet et on a hâte d'en savoir un peu plus et de voir comment elles vont combiner le conte et la photographie. Et ça y est, clap de fin pour la saison 2 de Saperli Poulette. On vient de dire au revoir à Alexa, à Avril, à la médiathèque et on fera un petit bisou à Yasmine parce qu'on l'a pas revue ce matin. C'est toujours un peu émouvant pour nous de finir parce que c'est mine de rien intense. C'est 3 semaines, on est sur les routes, on est toutes et deux, tous les jours, on rencontre de nouvelles personnes. On ne sait jamais à quoi vont ressembler nos journées et donc pour nous c'est toujours un peu émouvant de finir une saison, mais franchement comment mieux la terminer qu'avec Alexa et tout ce qu'elle nous a partagé. Et puis la bonne nouvelle c'est qu'on pensait ne pas se voir et puis finalement on se revoit dès demain et après-demain et on retourne en Camargue. Mais c'est ça aussi Saperli Poulette, c'est prendre les opportunités et aller continuer à voir tous les acteurs du terroir français. Bon allez, on reprend la route maintenant parce que les routes sont hyper belles en Ardèche. C'est parti. C'est parti. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Saperli Poulette. Et pour embarquer avec nous avec encore plus d'immersion, rejoignez-nous sur notre page Instagram Saperli Poulette.